Avant de commencer cet épisode, je voulais te rappeler quelque chose d'essentiel. En course à pied, rien ne remplace la progressivité et un accompagnement pensé pour toi. Depuis plusieurs années, j'aide des coureurs et des coureuses qui ont chacun leur réalité. Un boulot prenant, une vie de famille avec laquelle il faut souvent jongler. Des objectifs qui évoluent, parfois des doutes, mais une envie toujours présente de progresser sans se brûler les ailes. Mon approche, tu la connais. À travers le podcast, elle est à la fois humaine, pédagogique et centrée sur le plaisir. Concrètement, je crée ton plan sur mesure, adapté à ton niveau, à ton agenda et à ton rythme de vie. Pas de copier-coller, pas de pression. Juste une progression qui est construite, étape par étape, pour t'amener plus loin, plus sereinement. Alors si tu ressens le besoin d'un cadre humain, d'un accompagnement sportif qui respecte ta vie autant que tes objectifs, je serai ravi de t'aider à franchir un cap et de te coacher. Toutes les informations pour me rejoindre se trouvent dans la description de cet épisode. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes dans lequel aujourd'hui nous allons voyager. En effet, je vous emmène courir à New York et même sur la muraille de Chine. On va parler dans cet épisode de marathon à l'étranger, de trip and trail, de voyage sportif. Alors vous allez voir que ça change quand même pas mal la vie d'un coureur parce que courir un marathon comme le marathon de New York, eh bien ce n'est pas seulement 42 km 195. C'est un projet, un budget, une organisation et surtout beaucoup d'émotions. Et derrière ces expériences, à l'étranger, il y a toute une logistique que beaucoup de coureurs sous-estiment. Pour en parler, je reçois Fiona, responsable de l'agence de voyage Contrast Running, spécialisée dans les séjours running autour des plus grandes courses du monde et même un trail sur la Grande Muraille de Chine. Alors dans cet épisode, nous allons voir combien coûte vraiment un voyage à l'étranger, un marathon, un trail, pourquoi certains événements comme ces majors sont complets près de 2 ans à l'avance. Avec Fiona, nous verrons également ce que recherchent aujourd'hui ces coureurs qui voyagent ou ces voyageurs qui courent et comment transformer un simple dossard en une expérience de vie. Alors, si vous avez déjà envisagé de courir ailleurs que sur le territoire national, cet épisode va vous être d'une grande utilité. Fiona, je te remercie pour ta disponibilité dans un agenda très serré qui va te faire voyager sur les mois à venir. Comment concilier voyage et passion pour la course à pied? C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une bonne écoute et pour lequel également je vous invite aussi à le partager à des proches qui, comme vous, sont des passionnés de course à pied. C'est ce qui permet de faire grandir le podcast semaine après semaine. Et sans plus attendre, je vous laisse profiter de ce nouvel épisode. Bonjour Fiona, merci d'être l'invitée du podcast À côté de mes pompes aujourd'hui. Avec toi, nous allons voyager parce que tu es responsable d'une agence de voyage qui, on va le voir, est exclusivement orientée vers les sportifs. Alors peut-être pas que sur l'ensemble de l'agence, mais dans ton secteur, c'est le sport qui mêle le voyage et la découverte. Tout d'abord, Fiona, je vais te laisser te présenter et sois la bienvenue sur le podcast À côté de mes pompes. Bonjour, merci beaucoup Sébastien et merci pour l'introduction. Je suis ravie d'être ici. Donc je m'appelle Fiona, je suis la directrice de Contrast Running, qui est une entité de l'agence de voyage Contrast, qui est basée à Nice. Ça fait 3 ans maintenant que j'ai rejoint la société. Et donc Contrast Running, on est spécialiste des voyages autour de la course à pied, avec une dimension marathon et trail. De ton côté, Fiona, est-ce que tu pratiques la course à pied? Parce que mêler voyage et course à pied, je pense que tu as quand même une petite attirance et une affection pour ce sport. Oui, bien sûr, forcément, c'est quelque chose qui me parle. Alors après, bizarrement, moi, j'ai plutôt eu d'abord le côté tourisme et voyage avant de tomber dans la partie course à pied. J'ai mon papa qui a toujours travaillé dans le tourisme, donc très tôt en fait, j'ai été amenée à voyager un peu aux 4 coins du monde. J'ai fait mon échange Erasmus à Bangkok, en Thaïlande. Je suis une grande fan de l'Asie, donc c'est vrai que très vite, j'ai quand même cette dimension, moi, tourisme et voyage que j'ai toujours adoré. Et je me suis mise à la course à pied
Un peu comme ça. Ça doit faire 6-7 ans maintenant que je cours. J'habitais à Paris à l'époque et c'est venu au départ en salle de sport, sur tapis, puis une première inscription au premier 10 kilomètres. C'était les 10 kilomètres d'Adidas à Paris à l'époque. Donc là, bah voilà, je me suis dit c'était l'occasion d'aller un peu courir dehors quand même parce que c'est pas pareil que sur tapis. Et bah, j'ai surtout découvert la communauté Adidas Runner à l'époque. Et voilà, et c'est comme ça que bah je me suis mise à la course à pied, des 10 kilomètres, des semi-marathons. Et voilà, et après, je suis arrivée dans le sud à Nice pour rejoindre Contraste Voyage. Et c'est enchaîné aussi des belles aventures. Je me suis mise un peu au triathlon aussi. C'est vrai qu'on a un beau terrain de jeu dans le sud entre la course à pied, le vélo, la natation. Et grâce à Contraste aussi, des premières belles courses avec des semi-marathons et mon premier marathon également. Comment on arrive à la tête d'une agence de voyage, qui plus est, orientée vers la course à pied? Est-ce que là, tu as trouvé finalement un poste qui correspondait à la fois à ta passion pour le tourisme et en plus avec cette casquette aujourd'hui running? Oui, oui, alors bah, c'est vrai que moi je venais pas du tout de ce monde-là au départ. Après mes études, je suis partie dans tout ce qui touchait au monde des startups et de l'innovation, donc rien à voir avec la course à pied et le tourisme. Et ça a été une opportunité, voilà, qui m'a permis de rejoindre Contraste Voyage. Je me tournais un peu les pouces, c'était la période Covid, et quand l'opportunité s'est voilà présentée de rejoindre Contraste Voyage, parce que notamment le directeur du running partait à la retraite d'ici 3-4 ans. Voilà, c'était l'occasion d'allier bah, ma passion pour le voyage, ma passion pour la course à pied, d'être formée comme ça à un nouveau, voilà, une nouvelle industrie, un nouveau domaine. Et ça s'enchaînait très naturellement. Dès que je suis arrivée, il y a eu les premiers déplacements, les premiers trails, vraiment en tant que découverte. Et c'est vraiment sur le terrain après qu'on a, voilà, j'ai fait mes armes et que ça devient naturel maintenant de créer ses courses, de voyager dans le monde entier, amener des coureurs à découvrir des pays. Voilà, je réexpliquerai un peu plus en détail ce qu'on fait par la suite, mais non, c'est un vrai bonheur et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on peut se permettre d'allier, bah, voilà, son plaisir, sa passion à son boulot, c'est jackpot. Dans l'origine et dans l'ADN de Contraste, le fait de développer un segment running, comment c'est venu? C'était cette volonté de faire courir les voyageurs ou ce sont des coureurs qui se sont dit j'aimerais voyager au-delà des courses que l'on fait habituellement en France métropolitaine? Je pense qu'il y a eu un peu les 2. Je pense qu'il y a eu un peu les 2 et aussi beaucoup d'opportunités. Contrast Running, ça fait plus de 40 ans qu'on existe. On a démarré quand même avec une activité marathon. On a eu une opportunité il y a plus de 40 ans de devenir partenaire du marathon de New York, qui a été vraiment notre voilà première course qu'on a rentrée au sein de Contrast Voyage. Euh, il y avait des dossards qui étaient à l'origine chez une agence de voyage qui s'appelait Thomas Cook, qui ensuite a perdu les dossards. Donc on a pu récupérer nous à l'époque des dossards pour le marathon de New York. Donc ça a été vraiment là où a démarré l'histoire de la course à pied chez Contraste Voyage. Et après toute la création de ces majors, de ces marathons voilà sur loterie où on a vu bah voilà qu'il y avait un vrai en tout cas un vrai une vraie opportunité euh, de partir là-bas et de proposer donc en plus de ces courses des packages avec du tourisme pour quand même allier notre passion du voyage. La partie trail est venue un peu plus tard. Ça fait 20 ans qu'on a lancé cette activité de trip and trail. Et là, je pense que c'était vraiment voilà l'occasion de parce que je pense pas qu'il y a 20 ans la course à pied était avec l'essor qu'on ressent aujourd'hui. Je pense que c'était surtout un moyen de mêler un voyage avec un peu une activité sportive. Les gens, ils veulent plus forcément maintenant partir en vacances et faire 100% de farniente, sans bouger, sans. Il y a quand même cette envie de découvrir, d'être actif, de prendre soin de soi. Et donc, c'était un moyen, voilà, de d'allier ce côté challenge de course et le côté tourisme. Donc, je pense que les deux sont faits un peu, voilà, un peu machinalement parce que certains de nos clients sont d'abord des voyageurs et adorent randonner, courir, et certains ont la passion de la course à pied, mais il leur faut quand même ce petit côté voyage parce que sinon ils resteraient en France juste faire des courses. Donc, il faut cette curiosité au monde, il faut cette curiosité et cette envie de découvrir le monde. Tu parlais, Fiona, d'essor de la course à pied.
Est-ce que tu le ressens aujourd'hui dans les demandes que vous pouvez avoir, notamment pour ce marathon de New York, pour les majors que vous avez dans votre carnet de voyage, mais également pour ces trip and trail que vous organisez aux quatre coins de la planète? Oui, je pense qu'il y a clairement un avant Covid et un après Covid. Je pense que le Covid, en passant par là, a quand même, voilà, les gens se sont retrouvés à pouvoir rester dans un périmètre, à plus vraiment pouvoir pratiquer le sport qu'ils avaient l'habitude. Beaucoup de gens se sont mis à la course à pied, courir autour de chez eux, et on ressent clairement aujourd'hui qu'il y a une vraie, voilà, un vrai essor, une vraie mode autour de la course à pied et du trail. Euh, Ce qui est super parce que bah, les gens, voilà, déjà pratiquent plus une activité sportive, donc ça c'est chouette. C'est un sport qui au départ reste accessible aussi, hein. Il suffit de s'acheter une paire de baskets. Alors ça c'est au départ, hein, parce qu'après on voit aussi toute l'industrie autour du running, mais clairement on le ressent dans les courses aujourd'hui, que ce soit les majors ou les courses en Europe. Aujourd'hui, si on s'y prend pas un an et demi à l'avance, c'est quand même compliqué de prévoir son calendrier de course. Même les petites courses maintenant deviennent complètes très vite. Et nous, à titre d'exemple, le marathon de New York, on ouvre les préinscriptions un an et demi à l'avance. Donc, faut vraiment anticiper sa course et on est complet tout le temps sur le marathon de New York. On a de la liste d'attente qu'on reporte sur les années d'après si les gens le souhaitent. Donc vraiment côté marathon, il y a en tout cas un vrai engouement. New York reste le marathon iconique, hein, c'est celui qui fait rêver. Parfois, les gens ils se disent si je fais une course, c'est celle-là. Si je me fais un marathon, c'est celui-là parce qu'il est incroyable. Il y a une réalité aussi économique, hein. En tant qu'agence, on a des packages qui sont forcément un peu plus élevés et les gens font aussi attention. Donc, New York reste un marathon qui se remplit très bien. Il faut qu'on reste nous prudents aussi sur nos autres courses, les marathons de Berlin, de Chicago, de Sydney, qui parfois, soit les gens vraiment se lancent dans la course au major et donc souhaitent les faire tous, mais il y a aussi une réalité économique, les gens font un peu attention. Et ce qui permet nous aussi de prévoir le voyage un an à l'avance, de pouvoir un peu mettre des sous de côté, profiter des Noëls, des anniversaires, etc. Mais voilà, c'est sûr que sur tout ce qui est semi-marathon et marathon, il y a un engouement, ça c'est clair. Sur la partie trail, nous on est vraiment sur un marché de niche, euh, d'allier vraiment ce côté un peu voyage et course de trail. Donc voilà, il y a toujours de la place sur nos courses, c'est ça qui est chouette. Nous on relâche pas nos efforts parce que ce sont nos propres courses, c'est là où on s'éclate, et on vit vraiment de belles aventures. Donc voilà, là c'est plus aller trouver les bonnes personnes qui aiment courir, aiment être en nature et aiment voyager également. Est-ce qu'il y a deux profils de coureurs, de personnes qui font appel à vous, entre celles et ceux qui vont se lancer sur le macadam, sur ces majors avec la route, et les personnes qui vont plutôt être orientées vers vos séjours un petit peu plus exotiques avec ces trails à travers la planète? Oui, bien sûr, on voit clairement quand même deux populations différentes. On essaye, on aimerait créer un peu plus de liens, mais c'est vrai que il y a vraiment entre guillemets les routards et les trailers. Le passage de l'un à l'autre n'est pas si simple. On a quelques clients qui aiment faire tout parce que déjà ils aiment Contrast Running de base, ils aiment l'équipe et c'est vraiment le côté humain qui les fait venir sur chaque course. Donc voilà, on a vraiment une segmentation plutôt de clients qui font les semi-marathons, les marathons avec nous et des beaux clients fidèles qui font plutôt les trails avec nous. En revanche, on a déjà créé par exemple un trip and trail qui finissait avec un semi-marathon. En novembre dernier, on était au Cambodge. On a fait 4 étapes de trail et après il y avait le semi-marathon des Temples d'Angkor pour clôturer le séjour. Et c'est sûr que là, on a eu un peu d'intérêt de notre population un peu plus route parce qu'il y avait ce semi-marathon à la fin. On a reproduit la même chose en Jamaïque il y a 3 ans où il y avait le semi-marathon du reggae, pareil ultra fun, avec 4 étapes de trail et le semi-marathon du reggae à la fin. Bah voilà, on a retrouvé également un peu plus de routard parce qu'il y avait cette partie bitume, semi-marathon, voilà, qui parle un peu plus, alors que les trailers, quand on les emmène dans des pays qui sont très plats, ça va un peu plus râler parce qu'il faut un peu plus courir et qu'ils cherchent du dénivelé. Donc voilà, on s'adapte aussi aux pays qu'on trouve, mais c'est rigolo de voir vraiment cette distinction entre la partie trail et la partie
bitume route. On reviendra tout à l'heure dans la suite de l'épisode sur ces créations, comment tu arrives toi à aller sur le terrain pour organiser ces voyages clés en main pour les coureurs. Mais face à la recrudescence, on va dire, des dossards, des sollicitations qui sont quand même très très nombreuses, et pour New York, tu l'as dit, c'est complet 1 an et demi à l'avance, il faut peut-être un plan de carrière quand on est coureur pour se dire, dans 2 ans, je veux faire New York. Vous garantissez des dossards officiels. On voit beaucoup sur les réseaux fleurir, même pour des courses locales, des escroqueries entre guillemets. Là, il n'y a pas besoin de passer par le tirage au sort. Vous êtes revendeur officiel pour ces majors. Exactement. Voilà, c'est vraiment, nous, ça fait 40 ans, en tout cas avec le marathon de New York. On fête d'ailleurs cette année, nous, notre 40 ans de partenariat avec le marathon de New York. Donc, on a des dossards garantis. Voilà, on a réussi à en avoir à ce jour pour Chicago, Berlin et les petits nouveaux qui arrivent dans le cercle des majors, c'est-à-dire Sydney et Cape Town en Afrique du Sud. Nous, c'est des dossards qu'on demande à l'avance au marathon, qu'on paye à l'avance. Donc, les dossards sont garantis. Voilà, ça, c'est aussi le fait de passer avec une agence. Forcément, le dossard va coûter un peu plus cher, mais au moins la personne est assurée de la courir l'année où elle souhaite courir ce marathon. On voit beaucoup qui sont je fête une dizaine cette année, c'est mon rêve. Voilà, j'ai quelque chose d'un peu significatif, je vais y aller avec ma famille. Voilà, au moins ils ont le temps et ils sont assurés de pouvoir faire une belle préparation, une vraie prépa pour ce marathon parce que le dossard est garanti. Et voilà, donc nous on a un certain nombre de dossards qui nous sont attribués par le marathon et surtout que les marathons sont très stricts envers nous. Ils nous demandent de rendre des comptes aussi, on a des règles et des procédures à suivre auprès du marathon. En tant qu'agence, on ne peut pas vendre le dossard seul. On est obligé de le mettre au sein d'un package avec à minimum l'hôtel et donc parfois le transfert aussi lorsque ça fait sens. Donc voilà, on a des règles aussi à suivre. C'est aussi la contrepartie d'avoir ces dossards garantis. Et voilà, en passant par nous, que ce soit pour le marathon de Berlin, New York, Chicago et Sydney, euh, les coureurs sont garantis d'avoir le dossard. Alors il y a un petit côté confortable, je pense, en passant par une agence comme la vôtre, par contraste, c'est qu'on est pris en main. C'est-à-dire que à partir du moment où on pose un pied sur le sol étranger, vous avez la personne qui va accompagner, aiguiller le coureur. C'est pas simplement je vous vends le dossard et l'hôtel. Il y a cet accompagnement et le fait d'être peut-être rassuré. Courir dans un pays étranger, c'est peut-être pas aussi simple. Je l'ai jamais fait et je me dis, il y a peut-être des choses auxquelles j'aurais peut-être besoin d'un coup de main. Là, par le biais d'une agence, ça rassure. Bien sûr, et puis tu disais que c'est dès qu'ils posent le pied, mais ça commence même au-delà de ça. Nous, on accompagne dès le vol. En général, on récupère le groupe à Paris. Il y a un staff par vol pour également accompagner nos clients. Quand on arrive, que ce soit à New York ou Chicago, la douane américaine, elle fait toujours un peu peur. Donc ça rassure aussi d'avoir quelqu'un qui est présent, qui a l'habitude d'avoir passé la douane, qui a l'habitude des procédures pour accompagner les clients même au-delà du départ. Nous, on accompagne sur tout ce qui est aussi la réalisation de l'ESTA pour venir aux États-Unis, pour l'inscription à la course, pour le choix des SAS. Enfin, voilà, il y a un vrai accompagnement qui démarre même au-delà déjà du premier jour du séjour. On est en contact pendant 6 mois avec nos participants pour les accompagner là-dessus. Et une fois qu'on pose le sol sur le pied américain ou allemand, on a le transfert qui est prévu jusqu'à l'hôtel, une facilitation pour le check-in lorsqu'on arrive à l'hôtel, des hôtesses présentes également dans chaque hôtel pour conseiller, donner les bons plans de la ville, accompagner les clients qui ont des questions. Nous, on va vraiment être sur la partie course et les hôtesses vont vraiment être sur la partie plutôt tourisme. Certains arrivent à New York, ils sont là en famille, entre amis, ils cherchent des bons plans pour des restaurants, etc. Donc elles sont là aussi pour accompagner. On organise des visites touristiques, donc souvent plutôt en bus pour reposer un peu les jambes. On organise un petit check-out le samedi matin. On organise les pasta parties aussi parce que le samedi soir à New York, les Italiens ils sont complets de chez complet. C'est voilà, si on n'a pas anticipé son dîner d'avant-veille, voilà, ça peut être compliqué. Donc on organise une pasta party et puis surtout on essaye d'avoir les meilleurs hôtels, les plus proches de la ligne d'arrivée. Par exemple à Berlin et Chicago, ce qui est sympa, ce sont des hôtels avec des petites kitchenettes. Donc pareil, pour prévoir son petit déjeuner du marathon, son dîner la veille, c'est aussi un confort. Voilà, donc c'est vraiment cet accompagnement d'un bout à l'autre que nos participants, que nos coureurs aiment chez nous et viennent pour ça aussi, pour avoir cette tranquillité d'état d'esprit. Le marathon de New York,
se rendre sur la ligne de départ est déjà une sacrée aventure. Donc on est là aussi pour les aiguiller, pour les accompagner, les rassurer, parce qu'en effet, quand on arrive dans un nouveau pays, si en plus on ne pratique pas la langue, ça peut être un peu déroutant et un peu stressant. Et surtout que le marathon, bah voilà, c'est une distance qu'on ne prend pas à la légère. Certains les préparent 1 an à l'avance. C'est voilà la course de leur année. Donc faut pas qu'il y ait de faux pas forcément sur ce séjour. Alors j'irais même pour certains la course d'une vie, parce qu'on va peut-être pas se Mmh, rendre tous les ans du côté de New York. Là, tu bien sûr. proposes une expérience avec l'avant, la course et l'après. Combien de temps dure le voyage? Est-ce que les participants qui font appel à vous vont peut-être prendre quelques jours supplémentaires après ou sur l'avant-course? Vous montez vraiment peut-être des séjours qui vont être personnalisés. Oui, bien sûr. Alors nous, forcément, on a des réservations groupes pour nos vols. On propose 2 dates de départ et 3 dates de retour. Après, nous, on a en tant qu'agence de voyage, on a des accords donc avec les compagnies aériennes. Et si les participants veulent prolonger avant, après, il n'y a aucun souci pour décaler le vol retour, décaler le vol aller. Voilà, nous, on s'adapte aussi. C'est aussi le fait qu'on ait, bah, voilà, cette casquette d'agence de voyage. On est labellisé, on a des accords et donc on a aussi cette flexibilité avec les compagnies aériennes pour proposer voilà des séjours en amont, en après. Et on a également moi mes collègues qui sont expertes en voyage, qui peuvent aussi créer une extension. J'ai parfois des clients qui même restent aux États-Unis après pour découvrir une autre région. Donc voilà, c'est ça aussi notre force, c'est qu'on a vraiment cette empreinte agence de voyage qui permet de vivre des belles expériences au-delà de la course. Quand tu as débuté, Fiona, dans le métier, est-ce que tu avais pensé un jour travailler dans une agence qui soit orientée vers le sport? Est-ce que c'est nouveau, ça, cette dualité entre le voyage et l'activité physique? Tu le disais, hein, il y a eu l'avant, il y a eu l'après-Covid, mais est-ce que tu avais déjà perçu une tendance allant dans ce sens, avec peut-être moins d'envie de farniente, mais cette envie de découvrir par différents sports, dont chez vous la course à pied? Alors tout ce que moi, bah, vraiment, je pensais pas un jour tomber dans le milieu où je suis aujourd'hui. C'est vrai, ça a vraiment été bah, des opportunités, un concours de circonstances et j'en suis ravie parce que vraiment, je m'éclate aujourd'hui. Euh, c'est sûr que tout ce qui est autour des marathons, des majors, on est 6-7 agences en France, donc c'est quand même un marché un peu à flux tendu, hein, où il y a de la concurrence, notamment sur la partie quand même marathon. Sur la partie voyage trail, je dirais qu'on voit beaucoup d'agences surtout monter des programmes avec de la rando, du trek. Parce que forcément, c'est des petits groupes. On a un guide de randonnée, un guide de trek qui prend le groupe et qui peut comme ça les amener vadrouiller, découvrir des pays. Donc il y a beaucoup, je pense, cette mode autour plutôt du trekking, de la rando. Nous, notre petite spécificité et aussi la complexité de ce qu'on organise, c'est qu'on organise une vraie course chronométrée. Donc, il y a tout un système de balisage, de sécurité de la course qu'il faut qu'on gère. Donc, c'est la complexité aussi hein, aujourd'hui de notre business et qu'on ait un peu moins d'agences, en tout cas, à faire ça en France. Je connais, voilà, on est 3 acteurs, je dirais, principaux à organiser ce type de séjour, vraiment course de trail chronométrée, balisée dans un pays et découvrir le pays. Euh, donc voilà, c'est sûr qu'il y a un essor autour de voilà d'un peu plus se bouger en vacances. On voit également hein, les voyages autour du vélo qui augmentent énormément. Enfin voilà, il y a vraiment une envie de découvrir et de se bouger. Nous, vraiment, la partie course, chronométrage, etc., c'est quand même quelque chose qu'on voit peu. Et voilà, et je vais même au-delà des UTMB qui sont maintenant mondiaux, qui permettent de cumuler des points. Nous, c'est pas notre ADN aujourd'hui. On est vraiment là pour du sport plaisir, du sport voyage, avec ce petit côté de challenge quand même que, mine de rien, les trailers aiment pour se challenger un peu et s'amuser. Les trailers, justement, qui viennent pour vos trip and trail, est-ce que ce sont des personnes qui ont peut-être déjà réalisé des courses comme l'UTMB, comme la Diagonale des Fous, qui sont des courses iconiques sur le monde du trail? Est-ce qu'ils viennent chercher autre chose? Et on va venir finalement sur ce que tu aimes aujourd'hui, à savoir proposer des parcours, des circuits différents. Mais qui sont ces personnes qui font appel à vos services? On a vu pour les majors que c'était des gens qui aimaient vraiment le bitume. Là, pour le trail, est-ce que ce sont des gens aguerris? Est-ce qu'un novice peut se lancer sur une expérience avec Contrast Running? Bien sûr, alors c'est vraiment les 2, ça peut
peut vraiment être les 2 extrêmes, en tout cas, qu'on peut avoir sur nos courses, c'est-à-dire, des ultra-trailers qui ont fait, beaucoup de trail, mais en fait, à chaque fois, c'était, bah, la tête, soit sur la montre, soit la tête par terre à regarder ses pieds pour aller jouer la gagne et qui, au final, n'a pas forcément profité de la destination, de son voyage et qui, aujourd'hui, se dit: «Bon, bah, voilà, j'ai réalisé des belles courses. Aujourd'hui, je veux courir en profitant, en levant la tête, en même m'arrêtant s'il faut pour prendre une photo parce que je reviendrai pas demain dans cet endroit. Donc c'est une population qu'on peut voir chez nous. Et on a également aussi le côté un peu plus débutant. Voilà, je veux me faire un challenge. J'aime voyager. Moi, je suis quelqu'un qui adore vadrouiller. Ah bah tiens, je vois que c'est apposé à une course. Est-ce que ça serait pas mon petit challenge? Et surtout que nous, on ne veut pas mettre de pression sur les niveaux pour sur nos courses. La matinée entière est dédiée à la course de trail. On s'attend tous sur la ligne d'arrivée et il y a toujours quelqu'un en fin de course pour fermer et être sûr que voilà, personne ne se perd et arrive jusqu'au bout. Et c'est ça aussi nous, notre ADN, c'est qu'on veut que tout le monde puisse euh, prendre entre guillemets son temps aussi d'arriver au bout parce que bah on reviendra pas à l'autre bout du monde tous les 4 matins et qu'on veut donc qu'ils profitent. Donc il y a quand même cette envie de profiter, mais malgré ça, le fait de chronométrer et de poster tous les soirs les chronos et les classements rajoute ce petit côté gagne. Et en fait, chacun vient avec ses ambitions. Certains sont contents d'aller jouer le chrono, d'aller chercher les premières places, et d'autres veulent juste se dépenser physiquement, vivre des belles expériences, voir des beaux paysages et profiter. Alors tu évoquais ce côté asiatique tout à l'heure avec des études que tu as réalisées en Asie. Je vois là sur le site de Contraste, il y a le trail de la muraille de Chine. Tu parlais tout à l'heure de Bangkok. Il y a une épreuve du côté du Sri Lanka. Est-ce que c'est la patte Fiona sur ces épreuves-là ou est-ce qu'elles existaient déjà avant que tu n'arrives dans l'agence? Je pense un peu des 2. C'est vrai qu'on avait organisé un trail en Thaïlande il y a 2 ans et moi, c'est un peu mon pays chéri donc c'est sûr que c'était sympa. Après, les trails se construisent aussi forcément avec une réalité économique et aujourd'hui, le continent asiatique est quand même un continent qui est peu cher et qui a surtout un service exceptionnel. Donc forcément, c'est plus simple d'organiser des courses en Asie. On voit beaucoup d'acteurs qui y sont, hein, au Cambodge, Laos, Vietnam, euh, le Sri Lanka. On a déjà fait un trail à Bali également. Donc voilà, c'est plus aussi lié à une réalité économique qui fait que c'est un pays très attractif. La population est adorable, le service est même au-delà de nos attentes. Donc ça, c'est la partie agréable. En revanche, on ne peut pas faire que ça. Certaines personnes ne sont pas fans du continent asiatique. Le fait d'enchaîner, bah là, 2 ans de suite, un Thaïlande, un Cambodge, il faut aussi qu'on propose d'autres choses. Donc, on a cette empreinte asiatique, mais pas que. Nous, on a vraiment envie d'aller emmener des personnes courir dans des pays où ils auraient peut-être pas pensé par eux-mêmes, qu'ils auraient pas osé aller par eux-mêmes. Je prends comme exemple l'Ouzbékistan qu'on a fait il y a 3 ans. Moi, ça a été une vraie découverte, ce pays. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et on a fait 6 étapes de trail en Ouzbékistan. Ça a été incroyable comme découverte. Euh, on a fait des trails en Afrique du Sud. On a fait des trails à Cuba, au Costa Rica. Donc, on est quand même pas mal à switcher nord, enfin est-ouest, euh, avec quand même, voilà, on se rend compte d'une vraie différence en termes de prix et de service sur le continent asiatique. Mais on ne peut pas faire que ça. Et voilà, le but, c'est vraiment de tourner dans les destinations et de pouvoir proposer un panel assez large de destinations, en tout cas. Et vraiment ce côté, voilà, même que lorsqu'on l'a fait en Thaïlande, on n'est pas allé dans les classiques Chiang Mai, sur les îles. On a fait un circuit un peu plus intimiste. On allait sur la rivière Kwai. On a passé une nuit sur un hôtel flottant sur une rivière sans wifi, sans électricité. Enfin, voilà, c'était une expérience de dingue et tout le monde s'en souvient aujourd'hui. Voilà, c'est un peu notre petite signature, notre petite touche qu'on essaye de créer, en tout cas chez Contrast Running. Et dans la création de ces voyages, comment vous procédez? Tu vas te rendre, toi déjà, dans le pays pour prendre un petit peu des marques, avoir des repères, des gens qui vont être tes guides sur place. Parce que créer un parcours, quand on est en France, c'est assez simple. Mais à l'étranger, quand tu ne connais pas du tout le terrain sur lequel tu vas évoluer, combien de temps ça te prend pour monter un projet avant de pouvoir le proposer à tes clients et aux coureurs qui font appel à vous? Alors, donc c'est vrai qu'il y a un gros travail au départ de préparation du terrain. Nous, on a la chance. Déjà, nous tout seuls, on ne peut rien faire dans un pays.
C'est pour ça qu'on s'appuie sur ce qu'on appelle un réceptif, une agence locale qui en fait a l'habitude de recevoir des agences françaises sur leur pays. Et c'est vrai que comme nous, on est une agence de voyage, on a la chance d'avoir pas mal de contacts et de réceptifs un peu partout dans le monde. Donc il y a surtout un gros travail au départ de briefing de cette agence. C'est souvent des agences qui ont l'habitude de recevoir des voyageurs individuels ou plutôt du groupe, du séminaire, de l'événementiel. Et nous, on arrive avec un concept en leur disant, on veut courir chez vous, on a besoin de 6 étapes variées. Donc il y a vraiment 2 voyages en fait à créer, la partie vraiment course et après la partie tourisme. Donc déjà, il y a un gros travail de comment dire, de voilà, de faire comprendre aux réceptifs notre cahier des charges, nos besoins aujourd'hui, et ensuite que ce réceptif nous trouve entre 5 et 6 étapes de trail. Donc ça, voilà, c'est souvent une activité qui est un peu nouvelle chez eux, donc ils vont s'appuyer parfois sur des guides de randonnée, sur des organisateurs de courses locales. Voilà, ils trouvent souvent un partenaire aussi plutôt axé sport pour nous accompagner. Euh, et donc à ce moment-là, eux nous proposent des étapes. Donc, on a bien 6 mois de travail déjà avant de prévoir le repérage, où ils nous proposent des étapes de trail, un certain kilométrage, un certain dénivelé. Tout ça reste aussi hypothétique parce qu'après, on vient, nous, donc, les faire sur le terrain. Mais au-delà des courses, il y a aussi un enchaînement. Nous, notre voyage, c'est un voyage en itinérance. On bouge dans le pays. Et donc, il faut aussi prendre en compte les temps de transport, comment on se déplace, les hôtels, les activités. Voilà, la course reste principale, mais il y a tout un séjour à créer en fait autour de cette course. Et forcément, lorsqu'on me dit que chaque jour il y a 6 heures de bus, bah non en fait, c'est trop long pour nous. On essaye de pas faire plus de 3h30, 4 heures de transfert s'il y a besoin par jour. Donc voilà, il y a aussi toute cette mécanique de trouver ses courses, mais en même temps qu'elles s'enchaînent et qu'elles s'imbriquent dans un programme touristique qui a du sens et qu'on arrive à voir aussi un peu les incontournables du pays. Donc une fois qu'on a bien travaillé un premier scénario, en tout cas de trail, nous on part faire le repérage. En général, on fait le repérage un an avant que le groupe vienne pour garder cette voilà, rester sur le même créneau en termes de météo, de nature, voilà, qu'on n'ait pas de mauvaises surprises en tout cas, parce que on est souvent quand même dans des pays où il peut y avoir des moussons, des périodes sèches, des périodes humides, donc on veut pas qu'il y ait de mauvaises surprises et donc on essaye de faire en tout cas le repérage au même moment que l'année, enfin le mois où on souhaite amener le groupe. Le repérage, on part en général une dizaine de jours. Et le but, c'est de repasser les étapes que le réceptif nous a proposées. Donc soit à pied, soit en véhicule. Ça nous permet quand même de s'économiser et de gagner du temps. Et à ce moment-là, soit on est satisfait des courses, on la valide, soit on n'est pas satisfait et il faut retrouver sur place des nouvelles choses, des nouvelles courses, parce que il faut rentrer avec un programme. Donc c'est un peu ça aussi la partie un peu challenging du repérage. Lorsque on a un très bon réceptif qui nous a trouvé des parcours, c'est très agréable parce que chaque course elle est validée et tant mieux. Mais on s'est retrouvé dans des scénarios aussi où je prends l'exemple par exemple du Panama. Moi, je pars là au mois de mars avec le groupe au Panama. Donc, j'ai fait le repérage l'année dernière. Le réceptif nous avait proposé envoyer des itinéraires. Le premier jour, on avait 15 kilomètres de prévu. Et en fait, on a fait le parcours qui faisait 5 kilomètres. Donc, c'est mince, si tout ce qui nous a prévu fait un tiers, pardon, voilà, de ce qui est prévu, ça va être assez long. Et ça a été un trail où on a, voilà, galéré parce que les distances étaient trop courtes, il faut rallonger, il faut trouver autre chose. On s'est tapé des moussons, à se perdre dans la jungle pour trouver des itinéraires. Enfin, voilà, il y a quand même un vrai côté aventurier qui d'ailleurs moi m'a bien étonné aussi de découvrir cette qualité chez moi parce qu'il faut ce côté voilà, je pars à l'aventure. Il y a eu des petits moments d'angoisse, hein, un peu au milieu de la jungle. On se dit bon, elle est où la sortie? Comment je vais m'extraire de tout ça? Donc il y a quand même un côté aventurier et sportif qui est important et créatif parce qu'il faut trouver voilà des courses. Ça peut nous arriver d'avoir par exemple une course qui fait 6 kilomètres. Bon on se dit on fait un aller-retour, ça fait 12 et voilà ça nous fait une étape. Donc voilà, c'est tout ce côté vraiment terrain, créativité et aventurier qu'on a besoin pour faire le repérage. Et une fois qu'on a fini le repérage, on se pose sur un programme et en rentrant, voilà, on interroge l'aérien, on monte le programme qu'on essaye de commercialiser, donc en général 11 mois à l'avance. Est-ce que ça nécessite
des autorisations particulières avec les autorités locales? Parce que tu dis, bon, il y a ce réceptif qui sert déjà de filtre et qui va répondre au cahier des charges, mais sur le plan administratif, d'aller faire courir des personnes étrangères sur un sol qui n'est pas le leur, est-ce que ça nécessite de nombreuses autorisations, beaucoup de prudence? Tu le disais, il y a ce côté aventurier qu'il faut quand même avoir un petit peu en soi. Est-ce qu'il y a d'autres points de vigilance que tu pourrais soulever? Alors pareil, ça va être vraiment en fonction du pays. En Asie, voilà, comme je disais, c'est quand même beaucoup plus simple. Ils n'ont pas forcément de parcs nationaux, ils n'ont pas forcément donc les autorisations sont plus simples. En général, notre réceptif va discuter avec un villageois, ça nous arrive de leur verser qu'un petit truc pour nous laisser passer et pouvoir réaliser une course près de leur village. Nous, on adore les expériences avec les villageois. En Ouzbékistan, on a fait une fin de course qui arrivait dans un village où les villageois nous avaient prévu le petit ravitaillement. Donc, on essaye beaucoup de travailler avec la population locale pour avoir ces autorisations, pour qu'elles soient au courant qu'on va passer chez eux. On briefe beaucoup aussi sur le fait que notre balisage, on ne laisse aucune trace. On a de la bombe biodégradable, on a de la rubalise qu'on retire à la fin de la course. Donc on essaye vraiment de laisser le minimum d'empreintes possible. Dans certains pays, c'est plus compliqué. Par exemple, encore une fois, tout ce qui va être Costa Rica, Panama, c'est des pays très nature, avec une vraie envie de protéger sa biodiversité. On court dans des parcs, voilà, dans des parcs métropolitains, dans des parcs nationaux. Et là, en revanche, il faut des autorisations. Et ça, c'est notre réceptif qui, voilà, travaille avec les autorités, leur explique notre concept, leur envoie des photos, les briefs, pour leur expliquer ce qu'on fait. Au Panama, on s'est retrouvé là. Il y a une course où ils ne veulent pas qu'on utilise de bombes parce que selon eux, ça abîme et ça fait mal aux arbres. Voilà, donc c'est des petites choses auxquelles on doit s'adapter, être confronté. On a été dans des pays musulmans où on n'avait même pas le droit de mettre la moindre trace. Les gens devaient être couverts pour couvrir une certaine étape. Voilà, on s'adapte aussi forcément, on ne peut pas arriver nous avec trop de brutalité et on s'adapte au pays. Et en termes de sécurité, voilà, on a toujours essayé d'avoir d'avoir des quand même, en tout cas de briefer notre réceptif et de trouver des itinéraires quand même safe. Je parle notamment de l'Inde. On a fait une course en Inde. Bon bah voilà, on passe dans des endroits où il y a de la pauvreté, où il y a des chiens, où il y a voilà des locaux qui forcément voient des gens courir en short et t-shirt. Enfin, donc on essaie quand même d'avoir en tout cas cette sécurité, pas que nos coureurs soient mis en danger, de pouvoir un véhicule qui accède à la course s'il y a besoin. On a un médecin sur chacune de nos courses. Voilà. Chaque course est un peu différente parce que le pays est différent et qu'on s'adapte à ce pays. Mais c'est ça aussi qui rend l'exercice intéressant et voilà, on arrive à comparer en tout cas les régions dans le monde en fonction de création de courses. C'est ça qui rend l'exercice voilà, super bien. En termes de sécurité, est-ce que chacun de vos voyageurs concurrents sur les courses dispose d'une balise? Parce que tu le disais, dans la jungle, il ne s'agit pas d'en perdre un, il faut revenir avec tout le groupe. Est-ce que vous êtes équipé de capteurs GPS qui permettent de localiser toutes les personnes qui s'élancent sur l'étape en espérant les revoir sur la ligne d'arrivée? Alors non, on n'a pas de balise sur les participants. Par contre, il y a un vrai briefing, c'est-à-dire qu'on recommande quand même aux gens de partir avec leur portable et même dans l'idéal avoir un forfait local, c'est bien aussi. Nous, on balise à peu près tous les 200-300 mètres. Donc on leur a dit si au bout d'un moment vous voyez plus de points roses, de bombes ou de rubalises, c'est qu'il y a un souci, il faut mieux faire demi-tour et revenir sur vos pas. On a déjà eu des gens qui sont perdus, mais on n'a jamais perdu vraiment personne non plus quoi. C'est voilà, on a des participants qui ont fait 700-800 mètres de plus, 1 kilomètre de plus parce qu'ils avaient les yeux rivés au sol et qu'ils n'ont pas fait attention et donc ils font demi-tour et ils reviennent tranquillement. Nous, le staff, on a constamment des talkie-walkie entre nous aussi pour se tenir au courant. Voilà, si à un point de ravitaillement, un concurrent n'est pas passé, et bah voilà, on essaye de le contacter, de pouvoir voir où est-ce qu'il est pour être sûr de voilà que tout le monde arrive à la fin au bout. Mais ce qui est très drôle, c'est que parfois en plus, il suffit que la première personne se trompe pour qu'en fait tout le reste de la caravane suive et se trompe. Mais voilà, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de mauvaise surprise. On les briefe bien sur notre balisage. On préfère surbaliser vraiment pour être sûr que personne se perde. Et après voilà, on est en contact de toute façon avec enfin voilà, entre nous le staff et puis l'agence locale peut aussi téléphoner à des villageois s'il y a besoin, s'il y a vraiment une perte. Mais voilà, ça nous est jamais arrivé de perdre vraiment totalement quelqu'un aujourd'hui sur une course.
Alors Fiona, tu le disais, le matin avec Contrast Running, c'est la course. Ce sont les différentes étapes qui vont être courues par les voyageurs que vous emmenez aux quatre coins du monde. L'après-midi, on est plutôt sur de la découverte, sur des visites. Est-ce que les voyageurs ont leur sac sur le dos ou est-ce que vous vous chargez du transfert des bagages de l'hôtel A à l'hôtel B de façon à ce qu'ils ne soient pas encombrés avec les valises en plein cœur de la jungle, par exemple? Bah, bien sûr, alors c'est sûr qu'en plus déjà une valise pour quand tu pars à l'autre bout du monde avec tes affaires de sport, tes affaires de voyage pèse quand même souvent très lourde. Donc non, non, ça c'est vraiment notre petit plus aussi. Nous en tant que voilà, on fait un package, c'est vraiment un séjour tout compris où les gens ont juste à venir et à se laisser porter. On a en général un camion à bagages où comme ça, bah, le matin, les bagages peuvent directement être envoyés dans l'hôtel du lendemain. Nous, on vient récupérer les bagages. Dans l'idéal, on essaye de les monter directement dans les chambres pour que, bah, une fois que les coureurs arrivent en fin de journée, ils retrouvent leurs valises directement. Donc voilà, c'est tous ces petits plus qu'on essaye d'apporter au maximum lorsqu'on le peut aussi. C'est-à-dire que il peut y avoir des scénarios aussi où ça nous permet pas d'envoyer les bagages en avance, ça nous permet pas nous le staff d'arriver en avance. Dans ce cas-là, bah, les voyageurs récupèrent leurs valises à la sortie du bus et les montent eux-mêmes. C'est pour ça qu'on a aussi quand même des gens qui doivent être, voilà, qui aiment aussi le voyage, qui aiment le côté un petit peu roots entre guillemets, mais voilà, qui sont quand même un peu débrouillards et doivent être capables de porter leurs valises lorsque ça fait sens. Mais en général, c'est rare. Nous, on essaye de faire le maximum pour que bah, ce soit le plus fluide possible. Le matin, ils partent courir. Parfois, on rentre à l'hôtel pour se doucher avant de repartir déjeuner, faire les visites. Parfois, c'est pas possible. Dans ce cas-là, on les briefe la veille de prévoir un change, un peu des lingettes sur eux pour se débarbouiller. On enchaîne le déjeuner, les visites, et ensuite le soir, c'est la vraie bonne douche à l'hôtel. On sera toujours sur une catégorie d'hôtel, en tout cas de 3-4 étoiles. On fait pas de nuit sous tente, etc. Voilà, c'est le petit plus, le petit service contrast running en plus sur un confort quand même pendant le séjour. Mais voilà, il faut qu'ils soient au courant qu'il peut se passer n'importe quoi aussi. Et je prends l'exemple de, par exemple, on a fait un trail au Rajasthan en Inde. On avait un vol interne de prévu. 2 jours avant, on apprend que ce vol interne est annulé parce que là, c'était vraiment une région du Rajasthan, on peut pas y aller en bus, c'est beaucoup trop long, donc on avait prévu un vol interne. Et ben, on a dû mettre tout le monde dans un train de nuit indien qui partait à 1 heure du matin. Alors même en prenant les couchettes VIP, c'était expérience locale indienne. On n'a pas dormi de la nuit et en même temps, c'était tout le monde ne reparle que de ça aujourd'hui parce que c'était fun. Donc il faut ce petit côté un peu roots quand même au cas où, mais par contre, c'est après un vrai confort de partir avec Contrast Running. On est quand même sur des belles prestations en général avec un beau service. Donc, si tu retournes au Rajasthan, tu as déjà coché l'option train de nuit pour une expérience supplémentaire pour les voyageurs. Ouais, et puis on s'est même dit, tu sais quoi, on s'est même dit que si on refaisait ce trail au Rajasthan, je pense qu'on inclurait ce train de nuit, mais en le retravaillant un petit peu plus. Tu vois, après avec l'agence, il y a moyen de faire des trucs super où tu fais un vrai dîner dans le train, tu peux avoir voilà une activité en tout cas dans le train, un service de voilà de nourriture un peu plus élevé, des couvertures, un lit un peu mieux. Mais enfin, tout le monde en reparle aujourd'hui, et donc je pense que c'est presque quelque chose qu'on inclurait en le retravaillant et en l'upgradant un petit peu, en tout cas cette expérience de train de nuit indien. Ouais. Quand il t'arrive ce type d'expérience à l'autre bout de la planète, que tu dois réagir parce que tu as la responsabilité du groupe, comment tu fais? Dans quel état d'esprit tu es pour ne pas montrer peut-être une forme de panique tout en gardant ton calme avec les contacts que tu vas avoir sur place, mais ça se passe comment? Bon, on a de la chance d'avoir eu jusqu'à aujourd'hui très peu, voilà, vraiment de gros soucis. Après, alors c'est pour ça aussi que nous, le staff, on est constamment euh, voilà, connecté avec nos talkie-walkie. On a des signaux d'alarme aussi qu'on se dit entre nous. S'il y a le moindre souci, on s'isole des coureurs pour essayer de traiter la situation à tête refroidie. Et surtout, en fait, on s'appuie beaucoup sur le réceptif. C'est-à-dire s'il y a un souci, on essaye de pas paniquer. Et c'est le réceptif qui, voilà, va essayer le mieux possible de pouvoir gérer, voilà, un problème sur la course ou un problème dans le séjour. Là, c'est vrai que j'ai pris l'exemple en Inde avec ce vol interne annulé. On s'est déjà retrouvé, on en parlera un peu après de ce trail sur la muraille de Chine qui est vraiment notre trail iconique, mais donc on a déjà eu un souci de course aussi où une portion a été fermée juste devant notre groupe alors qu'il y en avait déjà 3-4 qui étaient partis sur le sentier. Euh, voilà, c'est des choses qui sont parfois pas de notre ressort et là on est content d'avoir un réceptif qui va bah, entrer en action et discuter avec les locaux, la police locale même parfois. Enfin voilà, ça peut. On a eu parfois des petits couacs comme ça. Jamais rien de très grave jusqu'à aujourd'hui.
Mais voilà, c'est pour ça que c'est clé d'avoir une belle relation avec son réceptif et d'être vraiment voilà, en symbiose pendant cette semaine qui en plus souvent est stressante pour nous, pour eux, et garder cette voilà ce professionnalisme et surtout cette comment dire, ce respect aussi l'un et l'autre pour gérer des situations de crise. Donc, quand tu pars sur ce type d'expérience, tu as les baskets dans le sac et ce que tu disais, tu fais un peu le serre-fil en fin d'étape de façon à ne pas perdre quelconque coureur. C'est pas de tout repos, ce voyage, quand tu es dans l'organisation et dans le staff. Non, non, clairement. Alors c'est pour ça que c'est vrai que c'est un boulot qui fait rêver, mais il y a aussi une réalité qu'il faut être en forme. Il faut être en forme. On dort peu, c'est fatigant, c'est physique, et en même temps, on est tellement récompensé en parallèle de ce qu'on vit. Mais c'est vrai que moi, bah voilà, je suis sur les fins de course, donc voilà, il faut déjà s'enquiller chaque matin la course, et puis surtout l'après-midi, en général, le staff, il part sur l'épreuve du lendemain, soit baliser, soit vérifier le balisage. Donc il y a aussi l'après-midi où il faut comme ça encore, bah voilà, repasser une épreuve. Euh, Moi, j'ai une anecdote là-dessus. J'ai un de mes collègues à l'époque sur la muraille de Chine. Il avait donc fermé une course le matin. En plus, la muraille de Chine, les étapes, elles sont costauds. C'est que de la montée, que de la descente, que des marches. Donc bon, c'est fatigant. L'après-midi, il part baliser l'étape du lendemain. Et je crois qu'à 21h, 22h, on l'appelle en disant, bah, il y a des locaux, ils sont passés, ils ont tiré tout le balisage, il faut y retourner. Et bim, on se retape un troisième balisage. Donc voilà, non, il faut être en forme, il faut être en forme. C'est quand même des séjours où on est bien éreinté à la fin, mais en même temps, c'est que des belles expériences, c'est que des beaux, enfin voilà, on vit des choses de dingue et c'est pour ça qu'on aime ce métier et c'est pour ça qu'il faut, voilà, être sportif quand même, être en forme, aimer ce goût de l'aventure. Mais c'est vrai que c'est vraiment deux voyages, c'est la sécurité du groupe pendant les courses et après, bah voilà, tout l'enchaînement du reste du séjour avec les visites, les repas, etc. Quelle est la nature de la relation que tu vas pouvoir nouer durant ces séjours avec les voyageurs, les coureurs? Est-ce que ça se tisse au fur et à mesure des étapes ou est-ce que déjà le fait de vous avoir eu en contact dans la préparation du séjour avec de nombreux échanges, il y a déjà une proximité qui est installée avant même que vous ayez pris votre envol? Alors bah, c'est sûr qu'on vit en fait pendant 10 jours. En général, on est des groupes d'une cinquantaine de personnes et on vit pendant 10 jours, H24 ensemble en fait. Donc il y a forcément des liens qui se créent. Des gens ne se connaissaient pas et il y a des belles amitiés qui se créent pendant le trail. Et surtout, nous, on a de la chance d'avoir un très beau groupe de clients récurrents qui en fait, dès qu'on sort une nouvelle destination, sont les premiers à signer et à nous rejoindre. Ce qui fait qu'on parle presque de la petite famille Contraste. Et c'est même nos clients qui le disent. C'est-à-dire que là, au Panama, on a nos clients réguliers. Ils se sont pas vus depuis le dernier trail et tout le monde se retrouve avec voilà grande joie, grand plaisir. Et c'est ça qui est super. Après, on a par exemple sur le trail de la muraille de Chine, qui lui est un trail récurrent qui a lieu tous les ans, souvent des nouveaux clients. Donc c'est là aussi où c'est un peu, nous, c'est dur à l'avance de savoir comment être à l'ambiance du groupe parce qu'on ne connaît pas les personnes et on vit tellement des émotions fortes, du dépassement de soi. Il y a des pleurs, il y a, enfin c'est donc il y a vraiment des belles choses qui se créent, des belles amitiés qui se créent sur les courses et on essaie vraiment de bah, garder la relation tout au long de l'année. On dit toujours à nos clients, mais vous passez à Nice, venez sonner à la porte, venez nous voir, on sera super contents. Les gens se croisent sur des courses en France, à l'étranger. Donc voilà, au-delà de cette course, il y a aussi voilà des belles amitiés, une belle expérience qui se crée et on parle vraiment nous de la famille Contraste Running en tout cas. Alors tu parlais de ce trail sur la muraille de Chine qui est iconique. Comment vous avez réussi à obtenir des autorisations pour courir sur ce monument historique? Est-ce que c'est vraiment 100% de muraille ou est-ce qu'il y a quand même un peu de verdure où vous serpentez autour de ces fortifications? Alors oui, donc le trail de la muraille de Chine chez nous, c'est vraiment notre trail iconique. On va faire la 22e édition cette année. Il a lieu tous les ans au mois de mai et c'est un trail qu'on a construit avec des étapes 100% sur la muraille de Chine. Donc c'est-à-dire que chaque jour, on change de portion et on va passer de portions de muraille touristiques à des portions de muraille complètement entre guillemets délabrées, mais ce qui est en fait de la muraille authentique, sauvage, sans personne, sans touristes. Et c'est ça aussi la beauté de ce trail. Euh, voilà, ça fait des années qu'on fait ce trail. On a également un très bon réceptif qui a des bons contacts et qui en fait arrive à nous ouvrir des portes grâce à des petits villageois qui nous emmènent comme ça fouler des portions de muraille et ensuite bah encore une fois on regarde est-ce que ça nous paraît bien, est-ce qu'on le valide ou pas.
Il y a forcément du sentier avant et après pour accéder à la muraille. On a en général un bon kilomètre de grimpette et déjà pour accéder à la muraille, soit des marches, soit sous les bois. Ensuite, le tracé sur la muraille de Chine et puis en général 1 kilomètre pour redescendre également de la muraille. Ce qui va être un peu traître, c'est qu'il y a tellement de dénivelé, de marche, que parfois 1 kilomètre, on va mettre 20 minutes à le faire et que c'est aussi toute la difficulté de trouver assez de kilomètres sur la muraille, parce que la muraille est aussi délabrée, hein. Il y a des bouts qui sont complètement inaccessibles, trop dangereux, où on décide de voilà de pas faire courir nos coureurs. Mais il faut trouver aussi assez de kilométrage, parce qu'au final, 3 kilomètres sur la muraille, on peut y passer 1h30. Mais donc voilà, c'est aussi cette difficulté de trouver. Et donc voilà, on essaye de conserver en tout cas des belles étapes, de la muraille touristique, de la muraille authentique, sans personne. Et c'est ça qui est magnifique en tout cas sur ce trail qu'on fait plus de 20 ans. Et surtout après, ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que la Chine est un pays qui évolue énormément et il nous faut toujours avoir une longueur d'avance en fait sur ce pays. L'année dernière, par exemple, une course démarre dans un village. Cette année, ça peut devenir une ville en Chine. Donc voilà, c'est aussi tout le challenge et de garder une longueur d'avance et de constamment trouver des nouvelles étapes pour ce trail. Euh, et moi, là, cette année, notamment, à la fin du trail, je pars découvrir une nouvelle portion de muraille qui est en fait la portion la plus à l'est de la muraille de Chine qui se jette dans la mer. Les Chinois l'appellent la tête du dragon. Et en fait, on va aller découvrir cette étape et voir si on pourrait créer une étape pour 2027. On est au fin fond et à l'extrémité en fait de cette muraille de Chine qui démarre en Mongolie dans le désert et qui se termine en bord de mer à Pékin, qui se jette dans la mer. Donc c'est vraiment ça notre trail iconique, incroyable. Beaucoup de nos coureurs arrivent par ce trail et qui est splendide et que je vous invite vraiment à venir voir si vous avez envie et si vous aimez vous dépasser. Il est très dur, mais c'est notre plus belle course. Est-ce qu'il reste encore de la place, Fiona, pour l'édition à venir, ou est-ce que c'est trop tard? Alors, il nous reste quelques places. C'est vrai qu'on est à pratiquement 2 mois du départ. Donc voilà, on arrivera toujours à vous trouver une petite place si vous voulez nous rejoindre cette année. Dans tous les cas, la muraille de Chine est récurrente tous les ans. En général, en début du mois de mai. C'est sûr qu'en 2027, vous aurez la chance de voir cette nouvelle étape de la muraille qui se jette dans la mer. Mais je vous invite vraiment à venir faire cette expérience avec nous. Et si vous vous motivez pour 2026, bien sûr qu'on vous accueillera avec grand plaisir. En termes de matériel, on n'en a pas parlé, on parle de trail. Qu'est-ce que un voyageur de contrast running doit mettre dans sa valise pour être vraiment dans un confort optimum pour la durée du séjour? Alors forcément déjà tout ce qui touche à la course et ses habits de sport. On prévoit au moins une tenue par jour, notamment les t-shirts. On est quand même dans des pays en général qui sont assez humides où il fait très chaud, donc c'est bien d'avoir plus d'un t-shirt par jour presque. 1 ou 2 paires de chaussures de trail, c'est quand même bien d'en prévoir une deuxième. Dans des pays où il y a de la mousson, quand on a les chaussures trempées le soir, les remettre le lendemain, c'est pas très confortable. Après les indispensables qu'il faut pour faire une course de trail, c'est-à-dire son sac d'hydratation, une casquette, des lunettes, de la crème solaire. On demande quand même aux participants de prendre leur ravitaillement, de prendre euh, leur gel, leur bar, etc. qu'ils ont l'habitude de prendre. Nous, on assure un ravitaillement en eau pour chaque course, mais voilà, on leur dit quand même d'être autonomes dans leur gestion de course. En fonction des pays, on recommande ou pas les bâtons. Par exemple, sur la muraille de Chine, qui est beaucoup de marches sur du dur, etc., c'est pas forcément recommandé. On préfère souvent qu'ils aient leurs mains libres aussi parce que il y a parfois des portions où il faut presque un peu escalader. Et ensuite, toute la panoplie pour voyager, hein, donc pas mal d'affaires un peu légères. Prévoir donc ses baskets, des affaires pour toute la semaine. Euh, des affaires de change, des petites lingettes aussi pour à la fin des courses pouvoir un peu se débarbouiller. Une belle tenue, parce que quand même à la fin de chaque trail, on célèbre la course et on fait une belle remise des prix. On remet les médailles, les t-shirts, on débouche le champagne qu'on ramène de France. Donc voilà, en général, on demande quand même une jolie tenue et ça fait plaisir de se voir en beaux habits après une semaine de trail. Euh, voilà, mais après les classiques, de toute façon, nous, on envoie toujours un email avec un peu les essentiels à prendre et en fonction du pays aussi. Est-ce qu'il y a un check-up sur le plan de la santé pour vous assurer que la personne est bien en mesure de réaliser l'intégralité des étapes? Et si une personne venait à ne pas réaliser toutes les étapes, comment ça se passe? Est-ce que vous l'acheminez dans le camion avec les bagages? Alors,
peut-être pas quand même, mais en tout cas, oui, on demande un certificat médical à tout le monde. Nous, on a vraiment 2 distinctions sur nos courses. On a un programme pour les coureurs, donc qui est une course chronométrée, et un programme pour les marcheurs, qui est donc non chronométré et souvent un peu réduit. Ils font un peu moins de kilomètres, ce qui permet à tout le monde de se retrouver. S'il y en a qui veulent venir avec leurs cousins, leurs enfants qui sont grands, qui aiment marcher mais qui aiment pas forcément courir, ils peuvent se retrouver. Donc déjà, c'est une première possibilité. Si à un moment un coureur euh, se sent trop faible, voilà, est fatigué, il peut passer déjà en marcheur, ce qui lui permet quand même de faire l'étape un peu plus tranquille à son rythme et un peu réduite. Si vraiment, vraiment il le sent pas, il peut juste passer en accompagnant. Donc nous, parfois, on a des personnes qui sont pas sportives, mais qui veulent être là pour profiter avec leur conjoint, profiter du voyage. Et dans ce cas-là, ils sont avec nous. Ils sont sur un ravitaillement, ils sont sur la ligne d'arrivée. Ça leur permet de vivre aussi l'ambiance de la course. Et on a quand même chaque fois un médecin et alors pour ma part, nous on a une directrice de course qui elle a aussi autorité sur la course. C'est-à-dire si demain, selon elle, un coureur se met en danger ou ne sont pas capables, elle a aussi l'autorité de lui dire de pas courir un matin pour sa sécurité. On a eu des gens qui malheureusement ont des soucis d'estomac avec la nourriture dans d'autres pays ou qui se sont fait une cheville mais qui veulent quand même continuer à courir. Voilà, au bout d'un moment, il y a aussi une réalité, une sécurité à prendre et que voilà, la directrice de course est capable de prendre s'il faut vraiment, voilà, pour pas qu'il y ait de soucis plus tard sur pendant le trajet. Est-ce que vous avez des accompagnants, des personnes qui voyagent avec leur mari, avec leur épouse, dont l'accompagnant ne serait pas sportif? Est-ce que c'est possible de les embarquer dans ces séjours-là sans pour autant que la personne soit laissée de côté si elle ne pratique pas? Bien sûr, c'est comme voilà, comme j'expliquais, on a un peu cette formule d'accompagnant qui permet quand même de profiter de toute la partie touristique, les visites, les repas, les soirées, voilà, toute la partie juste en dehors de la course, ils peuvent vivre ça à plusieurs. Et bah la matinée de la course, soit ils veulent tranquillement rester à l'hôtel, profiter, se reposer, soit on les embarque avec eux, on les met sur un ravitaillement, ils distribuent l'eau, ils sont super contents, ils sont là sur la ligne d'arrivée, ils prennent les photos, ils encouragent. Donc voilà, on s'y retrouve forcément. Par exemple, sur le trail de la muraille de Chine, c'est vrai qu'une fois qu'on démarre le trail, les 6 étapes s'enchaînent et autour de la muraille, il n'y a pas forcément la partie touristique. On est, bah voilà, reculé et donc les après-midi, on est souvent en transfert pour passer enfin voilà, pour changer de portion de muraille. Toute la partie tourisme va être au début et à la fin. On visite Pékin au départ et Pékin à la fin aussi. Donc voilà, au moins la personne peut profiter de ses activités touristiques et profiter avec le groupe pendant la course et se sentir quand même investi. Sur la muraille de Chine, il y a une étape qu'on fait sur une muraille touristique. Pour les touristes chinois, il y a comment dire, un téléphérique qui amène sur la muraille. Alors nous, nos coureurs, ils y montent à pied, hein. Mais les accompagnants peuvent, voilà, prendre le téléphérique, se balader sur la muraille de Chine, voir les coureurs passer, les encourager. Donc voilà, on essaye aussi de s'adapter, de trouver le meilleur scénario possible pour eux, pour que bah, tout se passe bien, qu'ils puissent passer un bon moment en tout cas et voir quand même les coureurs et profiter de l'ambiance de la course. Quel serait finalement le montant qu'un voyageur va devoir allouer à une expérience s'il franchit la porte de ton agence Contrast Running? Parce que on en a parlé depuis le début, ça donne envie. Tu nous proposes des séjours avec beaucoup d'exotisme, avec New York en marathon iconique et d'autres. Mais en termes de budget, combien il faut entre guillemets mettre de côté et s'y préparer? Tu l'as dit, on est sur du temps long. C'est pas un projet qu'on va réaliser dès demain, mais ça nécessite combien d'euros et quelles sont finalement les enveloppes à allouer à ce type de voyage? Bien sûr. Alors, pour le marathon de New York, bon, qui est quand même iconique, hein, il faut déjà compter quand même 600 euros pour le dossard. Et ensuite, on va être sur des packages entre 2500 et 3000 euros par personne pour un séjour, entre guillemets, 5 nuits sur place avec le billet d'avion. Après, voilà, on a 3 propositions d'hôtels différentes, avec des différences de gamme. On propose une option sans les vols, si certains viennent de province et veulent, voilà, choisir ou gérer leur vol de leur côté. C'est vrai que nous, on vole avec Air France. Voilà, certains veulent prendre d'autres compagnies aériennes. Mais voilà, il faut déjà savoir que le dossard pour le marathon de New York coûte 600 euros. Et après, ça peut aller de 2000 à 3000 euros à peu près le package par personne pour le séjour. Puis forcément, il reste après tout le surplace, les activités, les restaurants, etc. Pour nos trails, nous, on est sur des packages tout compris. C'est-à-dire que ça comprend donc le trajet en avion, tous les repas, la pension complète, l'hébergement, les visites touristiques, le guide, l'encadrement de la course, la remise des prix. Et on va être sur une moyenne de à peu près 3500, 3800 euros
pour un trail de 10 jours. Donc c'est vraiment une formule tout compris. En général, sur place, il leur reste juste à dépenser leur conso personnel, les coca, les bières, les souvenirs et les pourboires. Et donc voilà, c'est quand même voilà, il faut savoir que c'est un petit budget, mais une fois sur place, il n'y a rien d'autre à dépenser en tout cas sur nos trails. Et comme on sait que c'est quand même, ça peut être pour certains en tout cas un budget, on a mis en place nous, un échéancier de paiement. Donc forcément, voilà, plus tôt vous y prenez, plus tôt on peut lisser sur l'année aussi les différents paiement. On demande toujours en général un acompte de 1 000 € pour garantir l'inscription. Et ensuite, voilà, il y a un échéancier avec plusieurs temps dans l'année, voilà, pour régler le voyage. Quelles seront, Fiona, les prochaines destinations, celles que tu as en tête et que tu aimerais découvrir pour emmener des futurs voyageurs de l'agence? Alors, donc sur le reste du programme de 2026, donc on a le Trail de la Muraille de Chine qui a lieu donc au mois de mai. Donc là, départ dans 2 mois à peu près. Il a lieu du 7 au 17 mai. On fait un trail en Cappadoce, qui sera notre deuxième édition du 6 au 14 novembre, avec une extension à Istanbul à la fin. Et on a également un trail au Sri Lanka qui a lieu du 25 novembre au 4 décembre. Ça sera la 5e édition. Et on pense proposer une extension aux Maldives par la suite. Donc ça, c'est pour le programme trail. Moi, je suis en train de travailler comme destination pour les années à venir Oman. J'aimerais bien changer un peu de ce côté chaque fois est-ouest et trouver voilà. Oman, il paraît que c'est un magnifique terrain de jeu, une ambiance orientale, une nuit dans des beaux camps dans le désert. Donc, c'est une destination que je travaille. Je travaille également le Vietnam. Personnellement, c'est le seul pays asiatique que je ne connais pas. Donc, si un jour on peut créer une course là-bas, ce serait super. Au milieu des rizières, de la baie d'Along, ça fait rêver. Je regarde aussi un peu le Yunnan, qui est le sud de la Chine, ou même le Kerala, qui est le sud de l'Inde, qui est une très belle région. Et en dernière destination qui me fait rêver, moi aussi, c'est le Guatemala. Voilà, qui a l'air entre les volcans, les villages incas, les temples incas, enfin ça a l'air incroyable. Donc c'est un peu les destinations que je travaille. Et côté plutôt route marathon, donc cette année on est complet sur le marathon de New York. Il nous reste les dossards pour le marathon de Sydney qui a lieu le 30 septembre, Berlin qui a lieu le 27 septembre. Sydney le 30 août, pardon, voilà. Berlin le 27 septembre et Chicago le 11 octobre. Vous avez développé des half marathons également, avec un circuit en Europe. Il y a des choses intéressantes à voir sans aller là trop loin et outre-Atlantique. C'est exactement ça. On a découvert ce circuit des Super Alpes qu'on trouve super. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ce sont 6 semi-marathons européens à terminer et qui permet ensuite d'avoir voilà, la belle grosse médaille commémorative des Super Alpes. Donc un peu une même logique que les majors, mais en Europe sur un format semi-marathon. Et voilà, on est agence partenaire aussi des Super Alpes, donc on a des dossards pour chaque semi-marathon. Surtout que certains maintenant passent même en loterie, donc même des semi-marathons en loterie maintenant. Euh, il y a donc 3 semis au printemps, donc qui sont Lisbonne, Prague et Berlin, et 3 semi-marathons à l'automne qui sont donc Cardiff, Valence et Copenhague. Voilà, donc c'est des semis qu'on a et qu'en général on propose sur un petit package d'entre 2 et 3 nuits avec un petit programme touristique, visite de la ville, passe ta partie. Et ce qui est sympa, c'est quand même après un semi-marathon, on est encore capable, voilà, d'enchaîner des visites, etc. Donc le format est super sympa, un peu plus accessible, un peu plus proche. Et voilà, donc faut pas hésiter à se renseigner. Nous cette année, on fait à l'automne encore Cardiff et Valence. Et puis je pense qu'on prendra des dossards pour les 6 semis l'année prochaine. Le fait que ce soit en loterie, c'est pas forcément une mauvaise chose pour vous parce que vous garantissez quand même des dossards. Et quand on est à la recherche d'une épreuve pas très loin de la maison en Europe, semi-marathon, c'est quand même plus accessible qu'un marathon en tant que tel. C'est peut-être un bon signe pour vous. Ah bah oui, c'est sûr. Ah bah c'est sûr que je le cache pas. Hein. C'est sûr dès qu'il y a de la loterie pour nous c'est intéressant. Il peut y avoir un côté ras-le-bol aussi de la part des coureurs qui en ont marre de toutes ces courses qui passent sur loterie, qui complexifient les choses. Ce que j'entends tout à fait aussi. Hein. C'est sûr que des fois voilà ça peut partir un peu loin. Nous forcément en tant qu'agence pour notre voilà pour notre industrie pour notre business c'est intéressant. Au niveau de la localisation, tu disais Afrique du Sud, vous avez fait donc des trip and trail. Le reste de l'Afrique, par contre, c'est plus compliqué. Est-ce que c'est l'instabilité politique, l'insécurité qui peut vous bloquer pour envoyer des coureurs sur ces espaces-là? Oui, je pense qu'aujourd'hui, pour l'instant, on n'est pas allé jusqu'à faire plus de courses en Afrique, bah voilà, notamment parce que les sujets que tu évoques, tout ce qui va être les pays du Maghreb, notamment le Maroc, il y a déjà beaucoup d'acteurs quand même, hein. Bah, je pense forcément
au Marathon des Sables, hein. Il y a quand même déjà beaucoup d'acteurs au Maroc, donc un peu moins intéressant. Euh, Certains pays comme la Tanzanie avec des safaris, etc., font rêver. Mais organiser une course, on peut pas forcément avoir un rangers derrière chaque coureur, alors que c'est sûr qu'un format randonnée est plus simple. Après, moi, il y a un pays que je travaille quand même un petit peu en Afrique, qui est le Rwanda. Il paraît que c'est la petite Suisse de l'Afrique, et notamment on peut voir des gorilles là-bas. Donc là, ça serait vraiment un trail un peu plus exclusif avec 25 places sur un budget forcément plus élevé. Mais voilà, on réfléchit parfois aussi à avoir un peu des petites expériences comme ça, un peu incroyables. Euh, voilà, avec un peu moins de monde, mais des choses un peu waouh à voir, comme aller voir les gorilles. Ou même, moi, j'avais une touche pour monter une course en Bolivie, qui est incroyable aussi, courir sur le désert de sel. Sauf que très vite, on est déjà à 3800 mètres d'altitude. Voilà, c'est aussi l'acclimatation, la complexité. Mais l'Afrique reste un continent intéressant. Je pense qu'on ressortira un jour une édition en Afrique du Sud, qu'il faudra qu'on retravaille parce qu'on l'avait fait juste avant le Covid. Mais ça reste, voilà, quand même un continent avec plein de possibilités et qu'on continue à regarder quand même. Ouais. Fiona, entre tous ces déplacements, tous ces projets, toutes ces lectures qui doivent t'occuper autour du voyage et de la course à pied, quel serait ton instant à côté de tes pompes? Un moment où tu réalises autre chose que du voyage, que du sport et de la course à pied. Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de toutes ces activités qui doivent être très prenantes pour toi? Forcément, mon quotidien est quand même pas mal rythmé par le sport, hein, donc c'est vrai que de par tous ces voyages, on apprécie encore plus de rentrer chez soi. C'est vrai que j'ai la chance maintenant, depuis qu'on est arrivé il y a 3 ans dans le sud, on a quand même, voilà, une région qui est magnifique. Moi, mes petits bonheurs, c'est d'aller se promener en bord de mer, aller attraper son petit café, profiter de la mer, retrouver son chez-soi et son petit cocon quand même, hein, parce que c'est des séjours qui sont quand même fatigants. Mes vacances, maintenant, on les passe plutôt en France. On a la chance d'avoir un chalet dans les Alpes. C'est là qu'on vient se ressourcer aussi et qu'on vient voilà profiter. Donc c'est vrai qu'on se rapproche même un peu plus de la France à force de partir aussi loin. Voilà, c'est un peu ça mes petits plaisirs aujourd'hui, juste se retrouver son bord de mer, un bon bouquin, un bon café et profiter de cette belle région qu'on a en tout cas dans le sud. Alors, avant de conclure cet épisode, si tu avais une image de tous ces voyages que tu as réalisés à travers le monde, quelle serait celle que tu retiendrais comme étant la plus marquante pour toi, là, sur le plan vraiment personnel, pas avec ta casquette d'agent de voyage? Quelque chose qui t'a touché, une image, une rencontre, un paysage, qu'est-ce que tu mettrais en avant? Oh, c'est dur, hein. On a vécu tellement de choses. Ouais, je dirais quand même, je pense que l'instant qui restera quand même le plus waouh, c'est quand même la première fois où je suis arrivée sur la muraille de Chine quand même. Ça peut paraître cliché parce que c'est notre plus beau trail, etc. Mais j'en avais tellement entendu parler. Euh, il y a eu ce moment de silence, d'immensité, de voir en fait cette muraille à perte de vue, de sentir tout petit, d'être vraiment les seuls. Et je pense que ça restera un moment très très fort. Il y en a eu plein d'autres, hein. Il y en a eu vraiment plein d'autres de moments avec les villageois, avec des rencontres locales, des expériences, etc. Mais je pense que voilà, la première foulée sur la muraille de Chine, moi j'avais jamais été en Chine, j'avais un peu des a priori sur ce pays. Ça a été quand même voilà quelque chose qui restera gravé et c'est pour ça que tous les ans on se lasse pas de revenir en fait sur la muraille de Chine qu'on refait tous les ans parce que ça a quelque chose de magique. Donc voilà, je pense que ça restera quand même le symbole le plus fort de toute mon expérience en tout cas et on verra les années à venir, hein, mais en tout cas pour le moment, je pense que c'est ça mon plus beau souvenir. Alors, si des auditeurs ont envie de te rejoindre sur cette muraille de Chine ou sur un des major marathons ou half marathons pour les années à venir, comment on peut contacter Contrast Running? Je te laisse redonner tous les liens et la procédure. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, on a toutes nos courses sont référencées sur notre site web, qui est donc contraste avec un s-running.com. On est en grand chantier de refonte de notre site web. Donc, d'ici quelques mois, on aura une toute nouvelle version, voilà, plus moderne du site. Mais voilà, en attendant, toutes nos courses avec nos brochures et nos formulaires d'inscription sont sur contrast-running.com. Et pour notre trail de la muraille de Chine, on a créé un site web dédié qui s'appelle letraildelamurailledechine.com. Voilà, où vous pouvez retrouver toutes les informations, une belle vidéo qui, voilà, pour voir un peu des images de ce trail. Et enfin, je vous invite à nous suivre également sur les réseaux sociaux. Donc Contrast Running sur Instagram, sur Facebook. Pareil, c'est vrai que c'est génial de pouvoir en raconter. Venez voir les photos, venez voir les belles images. C'est ça aussi qui parle, les témoignages.
et puis surtout être au courant de toutes nos ouvertures de courses à venir. Voilà, n'hésitez pas à me suivre et sinon sur le site web, il y aura toutes les informations. Eh bien, merci Fiona pour cet échange autour de la course à pied et du voyage. Donc, je rappelle, tu es la responsable de l'agence Contrast Running, orientée donc avec un petit accent sport, mais également du voyage. Merci à toi pour cet échange. Merci Sébastien, c'était un vrai plaisir en tout cas. Et je te remercie. Et puis bonne continuation et puis à plus tard. Merci beaucoup. Et donc, chers auditeurs, si vous avez envie de mêler sport et voyage, eh bien, vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode, Contrast Running avec Fiona. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. Cet épisode avec invité sur le podcast À côté de mes pompes est désormais terminé. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas sur les différentes plateformes à venir échanger, à entamer la conversation. C'est un réel plaisir pour moi que de prolonger ces discussions. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Find the biggest voices in sport on the Sports Social Podcast Network. Like me, Ruby Walsh from Racing TV's Road to Cheltenham show as we look forward to 4 brilliant days of jump racing at the Cheltenham Festival. Search Racing TV and listen wherever you get your podcasts. Sports Social Podcast Network.